Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire de manière assez simple, je vais commencer par parler du risque chimique en entreprise. Comment on va passer en fait du risque chimique à la qualité de l'air, parce qu'en fait c'est un glissement qui est un peu subtil, qui est progressif, et au bout d'un moment, on va quitter le domaine du risque chimique classique pour aller vers la qualité de l'air. Je laisserai ensuite mon collègue vous parler des enjeux de la qualité de l'air, de la législation sur le sujet, et de quelles solutions on peut vous proposer pour améliorer la qualité de l'air. On aura ensuite un temps d'échange en termes de questions-réponses. Alors écoutez, enchanté, donc Charles-Henri d'Envireur, ça fait maintenant 8 ans que je travaille au sein d'une société qui est fabricant de purificateurs d'air et depuis déjà, vous voyez, 6 ans et un peu plus maintenant, je travaille au sein de la Fédération de l'analyse et du traitement de l'air, la FIMEA, et depuis 1 an, j'ai rejoint la commission ULM 710 pour le compte de l'AFNOR sur les flux aéroliques. Et donc, j'interviens dans différents webinars ou différentes présentations au travers d'organismes divers et variés. Aujourd'hui, avec grand plaisir à la MED, je le fais avec le MEDEF, également lors de la journée du Salon des maires. Voilà. En gros, donc, ravi de pouvoir partager notre expérience et surtout, je le répète à loisir, il n'y a pas de questions stupides. Vraiment, allez-y, n'hésitez pas. On est là pour se mettre à votre service et on sera ravi d'apporter les réponses, j'espère dans l'immédiat, ou si jamais la question est plus complexe, on reviendra vers vous. Voilà. Alors, pour ma part, je suis Marc Bonnant, je suis le toxicologue de la MET, du coup, votre service de médecine du travail. Je travaille pour les médecins au sein du pôle prévention. C'est-à-dire que je suis en charge de toutes les problématiques risques chimiques, amiante, transport de produits chimiques, tout ce qui va de près ou de loin concerner l'exposition aux produits chimiques. Alors, pour rappel, la MET, qui est votre service santé au travail, nous suivons plus de 9800 entreprises aujourd'hui, avec 19 centres médicaux, et on a un volume de 145 000 salariés suivis. Alors aujourd'hui, c'est encore plus que ça parce que nous avons une croissance assez importante. Et du coup, pour y répondre, nous avons une forte équipe pluridisciplinaire. Aujourd'hui, nous avons une trentaine de médecins. Les infirmières sont à peu près au même nombre. On a 5 ergonomes. On a des préventeurs, techniciens prévention, assistants de prévention de santé au travail. Donc, on est assez équipé en termes de préventeurs. Nous avons également un pôle d'assistante sociale et un pôle social qui est là pour aider justement avec une psychologue du travail qui vont pouvoir vous aider sur tout un tas d'autres problématiques annexes. Nous avons également un pôle formation, notamment pour les formations de sauveteurs secouristes du travail. Et nous sommes en train de préparer d'autres formations qu'habitation. Je vais du coup, moi, vous parler un petit peu du risque chimique, comment nous, on le traite ici et comment progressivement, on part du risque chimique pour glisser vers des choses un peu différentes. Alors, le risque chimique, ça va concerner aussi bien des grandes entreprises industrielles, avec des produits chimiques étiquetés, avec des laboratoires, ce que vous voulez, mais pas que. On va aussi avoir des coiffeurs, des entreprises artisanales, beaucoup plus faible volume, avec des produits chimiques intéressants quand même, et avec du coup des problématiques de qualité de l'air. Et mon objectif, c'est de vous montrer comment nous, médecine du travail, on est capable de traiter la problématique risque chimique et comment on va également aller jusqu'à traiter la problématique qualité de l'air avec des partenaires, le cas échéant. Alors, premièrement, pour vous parler du risque chimique, je voulais faire un petit peu du contexte réglementaire. Globalement, on va distinguer en France, d'un point de vue réglementaire, 2 cas de figure pour les entreprises. Il y a les entreprises qui auront des locaux à pollution spécifique et des locaux à pollution non spécifique. Dans les cas on peut parler de local à pollution spécifique, dès l'instant que ce sont des locaux dans lesquels il y a des substances dangereuses qui sont émises sous forme de gaz, vapeur, aérosols, liquides, ce que vous voulez, et qui ne sont pas liées à la seule présence des humaines dans les locaux. Et du coup, ils peuvent contenir de micro-organismes, mais également être porteurs d'un certain danger au niveau des substances. Dans les locaux à pollution non spécifique, on va entendre les locaux pour lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires. C'est-à-dire que les toilettes sont considérées, par exemple, comme des locales à pollution spécifique. Au-delà, alors pour aller plus loin dans le risque chimique, le Code du travail a défini des obligations générales dès l'instant que vous avez produits chimiques chez vous. On en parlera de manière très très brève parce que ce n'est pas forcément le cœur du sujet aujourd'hui. Mais du coup, j'en parlerai pour vous expliquer comment on va vraiment partir du risque chimique pour aller vers la qualité de l'air. Je tiens également à déblayer 2 sujets. Dans le Code de l'environnement, certaines installations industrielles, alors pas que, vous êtes ce qu'on appelle les installations soumises à classement, c'est-à-dire des ICPE. Quand vous êtes soumis à ICPE, une installation classée pour l'environnement, vous pouvez avoir des problématiques de prélèvement à faire, des problématiques de qualité de l'air à avoir, et du coup à traiter. C'est un contexte qui est particulier, qui ne sera pas forcément creusé aujourd'hui. Vous avez également ce qu'on appelle le travail en milieu confiné. Ça aussi, c'est des obligations réglementaires très spécifiques.
Alors, pour ma part, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Peut-être que Charles-Henri ira plus loin selon vos demandes. Nous allons voir. Alors, très brièvement, quand nous avons des demandes par rapport au risque chimique, on applique ce qu'on appelle 9 principes généraux de la prévention, c'est-à-dire qu'on va identifier le danger, tenter de supprimer le danger à la source, tenter de remplacer les produits chimiques dangereux. Après, on va essayer d'évaluer le risque. Alors, pour évaluer le risque, nous, ce qu'on fait en médecine du travail, et ce qu'on vous demande à vous, les employeurs, c'est de nous transmettre les fiches de sécurité des produits chimiques. C'est-à-dire qu'en fait, chaque produit chimique, quand il rentre dans une entreprise, il a une fiche de sécurité, c'est-à-dire un document produit par le fabricant, gratuitement, et mis à disposition de l'entreprise. Dans ces documents, on va vous expliquer comment manipuler le produit chimique en sécurité. Pour nous, c'est très intéressant parce qu'on va regarder plus dans le détail. On va rentrer les fiches de sécurité dans des logiciels qui vont nous permettre de tracer le risque chimique dans les entreprises, mais également de faire de l'expertise avancée, c'est-à-dire qu'on va vous repérer les CMR, c'est-à-dire les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, et on va vous expliquer dans quel cas vous pouvez les substituer. On va également repérer toutes les substances qui, d'un point de vue réglementaire, ne devez pas exposer les salariés au-delà de certaines valeurs limites, ce qu'on appelle les valeurs limites d'exposition professionnelle. Alors, je vais déblayer ce terrain-là aussi avec vous pour vous montrer qu'on sait traiter ça facilement, mais que ce ne sera pas forcément suffisant pour faire de la qualité de l'air. Donc là, j'introduis le sujet pour qu'ensuite on aille vraiment sur la qualité de l'air. À titre informatif, à la MET, nous faisons des prélèvements chimiques à titre pédagogique et à titre d'études de poste. Alors, les titres pédagogiques et études de poste, c'est quand un médecin, par exemple, me demande sur tel poste de travail, quantifiez-moi l'exposition d'un salarié par rapport à telle substance ou telle problématique risque chimique. Nous réalisons des prélèvements chimiques. Alors, la règle générale, c'est que c'est fait sur nos deniers à nous, c'est-à-dire que nous n'avons rien à payer, c'est compris dans vos cotisations. Par contre, effectivement, nous avons des limites de quantité qu'on fait par adhérent. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, 2-3 prélèvements pour une entreprise. Au-delà, on va voir quels sont les coûts parce que nous avons un budget et qui est réparti sur l'ensemble des adhérents. Donc, nous sommes en mesure de répondre à quasiment la totalité de vos problématiques, mais nous le faisons de manière équitable. Et enfin, j'insiste sur un de nos cœurs de métier, c'est vous accompagner sur la substitution des mélanges classés chimiques, classés dangereux, et CMR. Donc ça, on sait plutôt bien le faire, parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de produits chimiques divers et variés dans plusieurs types d'activités. Et en fait, c'est assez facile de trouver finalement des produits chimiques de substitution. Je profite, tant que je suis sur cette diapo-là. Là, vous avez les pictogrammes de danger pour le risque chimique, mais l'absence de pictogramme ne signifie pas absence de danger. Il y a des seuils réglementaires et justement, un de nos domaines d'expertise, c'est d'aller dans le détail de la composition pour vous repérer les dangers. Ça veut dire aussi qu'il y a un contexte réglementaire qui s'appelle le CLP qui explique quand est-ce que vous devez mettre des pictogrammes, mais on ne s'arrête pas là. Il y a d'autres classifications de cancérogènes qui existent dans le monde avec le Centre international de recherche sur le cancer. Il y a d'autres reprotoxiques cachés qu'on peut repérer grâce à ce qu'on appelle les fiches d'émetteurs de l'INRS. Et ça, nous sommes en mesure de les repérer de manière automatique. Alors, un petit rappel sur ce que c'est que les valeurs limites d'exposition professionnelle. En fait, vous avez 3 grandes catégories de valeurs limites d'exposition professionnelle. Vous avez les plus contraignantes, ce qu'on appelle les VLEP réglementaires contraignantes. Si vous exposez les salariés au-delà de ce seuil, c'est considéré comme une infraction pénale. Vous avez par contre ce qu'on appelle les valeurs d'exposition professionnelle réglementaires indicatives. Ce sont des objectifs de prévention. Enfin, alors les VLEP réglementaires indicatives et contraignantes, ce sont des valeurs qui sont définies par des arrêtés qui sont très bien définis. Par contre, au-delà de ça, on a énormément de substances qui n'ont pas de valeur limite officielle réglementaire, mais derrière, on a ce qu'on appelle des valeurs admises. Alors, ces valeurs admises, en général, c'est soit des circulaires, soit c'est des recommandations de bonnes pratiques, comme celles que peuvent nous faire parfois l'ANSES pour le secteur d'activité. Si vraiment on ne trouve rien là-dedans, on peut aller consulter une base de données qui s'appelle Gestis, qui du coup va nous donner des données internationales pour énormément de substances. En croisant toutes ces informations-là, on est quand même, en règle générale, pour chaque substance chimique, on est capable de vous dire quel seuil sera considéré comme beaucoup, pas beaucoup. Et si vraiment, sur Gestis, on n'a rien, on peut encore aller plus loin que ça. On va sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques. On va quantifier, on va repérer ce que les fabricants nous disent en termes de ce qu'on appelle les doses sans effet toxique et doses à partir desquelles on commence à avoir des effets toxiques dans les populations. On est capable de l'évaluer. Vous pouvez consulter l'ensemble des valeurs réglementaires contraignantes et indicatives et admises françaises au sein de l'outil 65 de l'INRS que je vous ai mis en lien. Enfin, une chose importante à savoir, c'est que pour les valeurs limites d'exposition professionnelle, vous avez des valeurs sur 8 heures de travail. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un salarié qui travaille 6 heures, on va moyenner son travail sur 8 heures de telle manière à pouvoir vraiment
comparer ce qui est comparable et avoir vraiment une exposition long terme. C'est pour vraiment évaluer ce qu'on appelle l'exposition chronique pour les produits chimiques. Par contre, certaines substances chimiques peuvent avoir, au-delà d'un certain seuil, ce qu'on appelle une toxicité aiguë, c'est-à-dire assez immédiate. Et c'est pour ça qu'il existe également des valeurs limites court terme, et en France, on les définit sur 15 minutes. Dans certains pays étrangers, il y a d'autres valeurs qui sont sur moins de temps avec d'autres paramètres. Nous, on a en France vraiment ce qu'on appelle les valeurs sur 15 minutes. Alors, je voulais également vous préciser un petit peu le contexte dans lequel vous allez devoir faire du prélèvement chimique quand vous avez des produits chimiques chez vous. Il y a en gros 3 solutions. Si jamais vous avez des produits qui sont cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques avec des valeurs limites d'exposition professionnelle réglementaires, contraignantes, contraignantes ou indicatives, du coup, ça doit passer systématiquement par un organisme accrédité qui du coup, est accrédité par le COFRAC pour faire du prélèvement atmosphérique et qui, du coup, sous-traite ou fait lui-même les analyses sous accréditation. À l'heure actuelle, nous avons le même matériel que les organismes accrédités COFRAC pour le prélèvement pour faire du prélèvement. Nous n'avons simplement pas à l'heure actuelle l'accréditation COFRAC, parce que c'est effectivement un domaine qui jusqu'ici n'était pas forcément un cœur de métier sur lequel allaient les médecines du travail. Maintenant que le contexte réglementaire évolue, c'est vrai que nous évaluons un petit peu nos évolutions à terme de prestations. Pour les agents chimiques dangereux, il est important, en fait, vous allez faire du prélèvement chimique ou pas, selon que vous alliez évaluer le risque comme étant faible ou non faible. Si le risque est estimé comme non faible, vous êtes censé faire du contrôle annuellement par un organisme accrédité. Alors que cette notion de risque faible n'existe pas quand on parle de CMR. Parce que, en fait, tout ce qui va être cancérogène, mutagène, reprotoxique, c'est vraiment des choses qui peuvent parfois ne pas avoir des effets de seuil. Alors, ça peut arriver, il y a un cas de cancérogène sur lequel on sait qu'il y a un seuil de déclenchement des effets cancérogènes, mais peu importe que ça existe ou pas, on va vraiment partir sur le principe qu'il n'y a pas de risque faible avec les CMR. Enfin, si jamais on est sur des valeurs limites admises, que ce soit des CMR ou des agents chimiques dangereux, ce qu'on appelle les ACD, vous n'avez pas d'obligation de faire appel à un organisme accrédité. Le prélèvement chimique pour ces substances chimiques est défini par un arrêté qui va vraiment définir un poste de travail, comment vous allez faire votre prélèvement. Ce qui peut étonner un petit peu les entreprises comme vous, c'est qu'en fait, l'organisme de prélèvement, il ne va pas faire qu'un prélèvement, il va en faire 3, parce qu'en fait, il est obligé de faire un traitement statistique de ces résultats pour vous dire si oui ou non vous avez un risque de dépassement ou pas des valeurs limites. Alors, comment est-ce qu'on fait, du coup, nous, quand on a ce genre de cas à traiter? Déjà, une fois qu'on a mis en place tout ce qui est équipement de protection collectif et individuel, on va quantifier les produits chimiques que l'on a identifiés dans les fiches de sécurité. Cependant, le prélèvement peut être plus ou moins facile. Alors là, je vous ai mis des types d'appareillage que nous disposons à la MET avec des pompes de prélèvement classiques. Là, on peut faire les poussières avec ce qu'on appelle les CIP10 pour la silice cristalline, par exemple. Et avec ça, on est à peu près certain de pouvoir tout évaluer. On a également une chose intéressante à savoir, c'est que nous, en médecine du travail, et ce qu'on demande aussi en théorie aux organismes de prélèvement, c'est d'évaluer les causes d'exposition, ce qu'on appelle les polyexpositions. Parce que vous avez plusieurs substances chimiques qui peuvent potentiellement attaquer, par exemple, une même cible. On peut, par exemple, avoir plusieurs produits qui vont attaquer le foie, pour citer que ça. Alors, c'est basé sur les propriétés des substances qui sont indiquées dans les FDS, on les prélève dans l'atmosphère, et avec ça, on va plus ou moins pouvoir déterminer si oui ou non on a des effets de polyexposition sur des organes cibles. Alors, on a un logiciel qui s'appelle MIXI qui peut justement évaluer ça, qui est publié par l'INRS, qui du coup va vous dire où est-ce que vous allez vous situer par organe. Nous, on a un moyen de repérage avec les substances, qu'elles soient dans l'atmosphère ou pas, qui s'appelle Toxilist. On voit très clairement, on répartit les substances qui attaquent par organe, le foie, le fœtus, les reins, etc. On est capable de repérer très facilement. Par contre, là, au bout d'un moment, quand on a beaucoup de COV, c'est-à-dire des polluants organiques volatiles ou beaucoup de pollution, on va commencer à aller sur des cas qui sont plus difficiles. On se rend compte que des fois, on a des cas de pollution où, en fait, identifier vraiment la source, ça va être compliqué. On va avoir du mal à identifier les substances qu'on veut prélever. On a des salariés qui ont de l'inconfort. Et c'est là où on va également avoir des cas où on a des personnes qui sont plus ou moins sensibles aux produits chimiques. Et c'est là où on va aller sur des choses où on va commencer à faire le glissement vers la qualité de l'air. Donc là, je vais commencer à quitter le risque chimique doucement pour vous parler de la qualité de l'air. Moi, un des cas que je reçois de plus en plus, qui est vraiment fréquent, mais c'est du travail et qui jusqu'ici était vraiment des cas où on était le plus en difficulté parce que ça devient vraiment complexe et polyfactoriel, ça a été ce qu'on appelle les syndromes de bâtiments malsains, c'est-à-dire des bâtiments où en fait on a plein de salariés qui vont se plaindre avec des syndromes diffus, c'est-à-dire qu'en fait les salariés, ils vont par exemple dire ça me gratte,
Ils vont me dire j'ai mal à la tête, ils vont me dire j'ai les yeux qui piquent, ils vont dire plein de choses. Parfois, c'est des choses qui sont contradictoires entre les salariés, mais on se rend compte que quand même, il y a quelque chose de bizarre parce qu'on a dans une entreprise un certain nombre de gens qui vont se plaindre. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont entrer dans le jeu. Alors parfois, ça peut être les produits chimiques organiques volatiles, ça peut être l'humidité, ça peut être la température, ça peut être la luminosité, ça peut être les entraînements d'air, c'est-à-dire les courants d'air aussi. Ça crée des situations de plus ou moins inconfort. Des fois aussi, je peux me retrouver dans des situations où on a des molécules qui ne sont pas facilement identifiables. Alors moi, quand j'ai des molécules qui ne sont pas identifiables, j'essaie de prélever large avec des tubes de charbon actif. J'essaie de voir ce que je prélève. Mais des fois, on se retrouve avec des choses où on a plein de substances qui sont à la limite de la quantification ou même de la détection. Pourtant, on a des choses qui apparaissent, on a des brouillards avec plein de produits chimiques différents. Et de relier ça à un type de pathologie, ou des organes cibles ou des symptômes, ça va être vraiment pas facile. Parfois, il y a aussi une absence totale de méthode de quantification par le laboratoire qui fait l'analyse. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on prélève quelque chose en charbon actif, on est capable de tout détecter avec la spectrométrie de masse, qui est une technique analytique. Par contre, la quantifier, il faut des méthodes de quantification. Et ça, ce n'est pas forcément facile. Enfin, on a une situation qui commence à être vraiment très, très redondante en médecine du travail. C'est ce qu'on appelle la polyexposition psychique, chimique, ou ce qu'on appelle dans le jargon la toxicopsychologique. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. C'est des cas où j'ai des salariés qui, effectivement, vont venir nous voir et vont me dire qu'ils ont un problème avec les odeurs, les produits chimiques, etc. Ils ont une souffrance réelle, mais moi, si je ne me concentre que sur les produits chimiques, je me rends compte qu'il n'y a pas d'explication physique à leur mal-être. C'est des cas où, effectivement, les produits chimiques ne sont qu'une expression d'un problème qui est sous-jacent, qui peut être beaucoup plus compliqué. Ça peut être des RPS cachés comme d'autres choses. Et c'est des cas où, effectivement, le fait d'intervenir en pluridisciplinarité, c'est extrêmement intéressant. Et la qualité de l'air va rentrer dans ces problématiques-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus développé. Alors là, j'ai mis l'iceberg parce que je trouvais que c'était extrêmement parlant. Moi, quand j'intervenais en début de carrière, j'intervenais pour les produits chimiques. Je disais, vous êtes exposé beaucoup, pas beaucoup, vous êtes là. Sauf que des fois, je disais, tout va bien. J'avais terminé mon intervention, mais ça ne traitait pas le fond du problème. En fait, le fond du problème, c'est parfois, il faut vraiment parfois creuser. Parfois, il y a un manque d'apport d'air neuf. Parfois, il y a des problèmes sur les filtrations d'air recyclé. Parfois, c'est multifactoriel avec des problématiques physiques. Parfois, ça vient de l'extérieur. Parfois, par l'extérieur, dans l'environnement proche de l'entreprise, avec parfois des contaminations industrielles, mais qui étaient vraiment antérieures à l'activité de l'entreprise. Et parfois, c'est ce qu'on appelle des risques psychosociaux cachés. Et le but, c'est vraiment d'arriver à traiter toutes ces choses-là. Et la qualité de l'air va vraiment rentrer dans cette partie immergée de l'iceberg. Et nous, on veut vraiment maintenant être capable de traiter la partie émergée avec les produits chimiques classiques et traiter tout ce qui est vraiment caché, avec parfois vraiment des conséquences pour la santé sur le long terme qui sont réelles. Je voulais conclure là-dessus. Ça veut dire, je voulais vraiment conclure là-dessus en disant que pour les locaux à pollution spécifique, en général, c'est très facile pour nous de traiter ça. Les polluants, on sait les repérer, on sait les prélever, on sait les substituer. Les polyexpositions, on sait assez bien les traiter. On a ensuite une situation où doucement, on va se rendre compte qu'il y a des cas de polyexposition qui sont multifactoriels, beaucoup plus diffus, avec des gens qui vont avoir des symptômes qui sont moins faciles à identifier. On a parfois des choses qui sont contradictoires. Et notre objectif, ça va être vraiment, dans ces deux approches-là, dont la frontière n'est pas forcément très nette, nous voulons vraiment être capables de traiter ces sujets-là. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à Charles-Henri pour justement vous expliquer comment ces problématiques de qualité de l'air peuvent avoir des effets sur la santé et comment on va pouvoir y remédier. Et je passe la main du coup à Charles-Henri. Déjà, peut-être qu'il y a une première question, une Oui. première série de questions. On n'en a pas vu arriver, mais éventuellement, si les gens veulent rebrancher leur micro, si c'est clair, ou s'il y a des explications à apporter, éventuellement, on peut faire un mini break dès maintenant. Si vous voulez poser des questions sur les produits chimiques tels qu'on les a abordés jusqu'ici, n'hésitez pas. Bon, ça a l'air d'être bon. Bon, ça a l'air d'être bon. S'il n'y a pas de questions, nous allons poursuivre. En tout cas, n'hésitez pas. On y va. Alors, les enjeux de qualité d'air, on va plonger directement, on va dire. Hop, attends, c'est par où? Vas-y, pour faire dérouler. En fait, il faut passer par là. Hop. Et normalement, ici, c'est bon. Voilà, parfait. Pour faire simple, il y a différents éléments qui se trouvent dans l'air. Donc, vous avez ce qu'on appelle une famille
d'éléments microbiens, donc virus, bactéries, enfin en tout cas vivants, pollen, des éléments, des moisissures, et vous avez la partie chimique dont a parlé Marc, et on va intégrer à ces éléments-là ce qu'on appelle les mauvaises odeurs. Donc dans ces deux grandes familles, il y a vraiment deux éléments différenciants. Une partie qui est donc le fameux solide microbien, et pour le coup, le corps est habitué à lutter entre guillemets régulièrement, sauf par rapport à un état de santé, par rapport à une exposition, par rapport à un héritage génétique, patrimonial, familial, on a plus ou moins de sensibilité. Mais ce capital, on l'entame de toute façon régulièrement tous les jours. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de personnes, d'après l'Association des allergologues en France, qui sont aujourd'hui asthmatiques ou allergiques respiratoires, parce qu'on est 30% de la population française aujourd'hui. C'est des taux qu'on retrouve un petit peu partout, malheureusement, et qu'on a de plus en plus ces éléments-là à des âges différents. On peut très bien, à partir de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, devenir allergique respiratoire. Sur la partie composés organiques volatiles, doux mot gentil pour dire effectivement la problématique des gaz, on va avoir effectivement les gaz qui sont venant de l'extérieur, bien connus, tout ce qui est gaz d'échappement, gaz de transport, mais plus particulièrement à l'intérieur du bâtiment. Et là, vous allez le voir sur la suite. Hop, on va y aller, parce que je dirais, on a parlé de la Covid, c'est un vrai révélateur sur l'indice de qualité d'air, mais globalement, on sait que malheureusement, nos bâtiments aujourd'hui ne sont pas nécessairement toujours très sains. Pourquoi? Parce qu'on vit dans des espaces de plus en plus hermétiques. Pourquoi? Pour des questions énergétiques, mais que néanmoins, différentes études, l'Observatoire de la qualité d'air, la grande étude officielle européenne ou Harvard, ont démontré que la plupart des personnes dans leur lieu de travail et malheureusement aussi dans leur lieu du quotidien, ont des expositions diverses et variées aux éléments que je vous ai montrés, dues à la fois au mobilier, aux éléments de ventilation, aux produits de nettoyage, aux produits d'entretien, au matériel électronique. Donc tout ce maelstrom fait que l'air pollué, il est plus important à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après, quand on parle de particules solides ou liquides, parce qu'on va parler donc d'un jargon un peu spécifique, on parle de PM, vous avez peut-être entendu parler ou vous allez en entendre parler, il faut savoir que on appelle PM particules matter, en bon français matière particulière, donc en gros de la matière solide, vous avez des tailles en microns, donc c'est un millième de millimètre, donc nos yeux vont percevoir jusqu'à 25 microns. Donc, c'est les petites paillettes argentées qu'on peut voir encore dans les rétroprojecteurs qui passent dans le faisceau. Donc, ça, c'est une taille 25 microns. Mais jusque-là, on ne voit plus. Néanmoins, le corps continue à bloquer. Il va bloquer jusqu'à PM10. Et vous voyez, le PM10, c'est un grain de poussière, c'est une pollen, c'est une moisissure. PM2,5, là, on va être carrément sur des éléments encore plus petits, évidemment, qui vont être là des fines poussières, ce qu'on appelle toujours les particules fines. Et on va aller sur particules ultra fines. Et là, on est malheureusement sur les virus, avec tout l'historique qu'on a connu. Alors, ces effets-là, parce que le corps va bloquer jusqu'à 10 microns, malheureusement, vous voyez la petite animation, quand la taille de particules rentre, plus c'est petit, plus ça va rentrer profondément. Donc, malheureusement, lorsqu'on va avoir des éléments, ça va rentrer par le nez, la trachée, et puis après les alvéoles pulmonaires, et puis à la fin, ça va rentrer dans le sang. Et donc, forcément, ces éléments-là qui rentrent ont un impact, et cet impact, il va être les symptômes qu'a évoqué Marc, des problématiques sur les yeux, irrités, rougeur, vous allez avoir problématiques de le nez qui coule, grattement au niveau de la gorge, des écoulements. Et puis progressivement, on va avoir des pathologies de plus en plus sérieuses. Alors évidemment, il faut des expositions, soit par certains métiers, soit par, encore une fois, certains patrimoines. Mais tous ces éléments-là font que malheureusement, on s'empoisonne un petit peu tous les jours, d'ailleurs plus ou moins. Alors forcément, cet impact, il va peut-être pouvoir vous choquer, à moins que vous connaissiez déjà les statistiques, parce que Santé publique France et l'Observatoire de la qualité d'air et le Sénat nous disent qu'on a entre 48 000 à 67 000 morts prématurées par an. La très large majorité, comme vous voulez, 82%, c'est dû à ces particules fines, mine de rien. Et 30% de la population est allergique, je le disais tout à l'heure, et c'est 50% estimé en 2050. Il faut savoir qu'il y a 8 ans, on était à 22%. Il faut savoir également que ça a un coût très, très, très important, et les entreprises le savent malheureusement bien, puisque c'est 101 milliards d'euros, 59 milliards vraiment dus aux problématiques d'arrêt maladie, de décès, d'absentéisme, perte de productivité.
Je pense qu'il ne vous aura pas échappé dans les communications récentes que l'absentéisme est de plus en plus important aujourd'hui vis-à-vis de la souffrance des personnes, mais aussi des problématiques en général. Et enfin, des études montrent que malheureusement, c'est très tôt que ça commence, puisque dans les écoles, malheureusement, on sait déjà qu'on a de la présence de substances. Alors, ne vous tirez pas une balle, on est à l'approche du week-end. Si vous avez des enfants, voilà, sachez que s'il y a des impacts, forcément, existe des solutions. Et là aussi, des études ont démontré, l'INRS, EMI, qui est un institut spécialisé dans l'amélioration de l'absentéisme, que traiter forcément des problématiques vont vous induire évidemment des bénéfices. Donc, l'investissement que vous allez mettre, on est dans la semaine de la QVCT, 1 euro investi, c'est 4 euros de gagné. C'est parfois compliqué à faire comprendre sur quelque chose qui est peu palpable, peu mesurable. Marc et les équipes peuvent intervenir sur des éléments bien identifiés ou ponctuels parce que la personne est en souffrance et va vous indiquer là, malheureusement, j'ai une pathologie ou j'ai véritablement une gêne. Mais au très largement du quotidien, encore une fois, ce sont tous ces éléments-là que vous vivez. La gêne, qui est la mauvaise odeur dans les espaces collectifs, petite restauration ou parfois dans le métier, vous avez un local à poubelle ou un local technique, un local de stockage de produits qui n'est pas scellé comme il faut, ça diffuse. Et puis, on va aller sur ce qu'il y a des éléments un peu plus compliqués. En tout cas, tout ça sur lequel on va pouvoir jouer. Alors, bien entendu, il existe un cadre réglementaire, on en a parlé. Sachez que là-dessus, on n'est pas très bien loti, ou en tout cas, il existe 2 grands éléments. On a parlé des articles du Code du travail, ils sont importants parce qu'on va parler de la ventilation, mais sachez qu'il y a quand même des éléments concernant les concentrations et les températures, les odeurs et l'air malsain. Et puis, vous avez pour les établissements recevant du public, donc très concrètement aujourd'hui, le secteur éducatif, donc de la crèche jusqu'au lycée, une réglementation qui existe, qui a changé en début d'année. C'est une nouvelle version du Grenelle 2 de l'environnement qui va être plus contraignante. Donc, vous allez avoir toujours les autodiagnostics, vous allez avoir toujours des éléments de contrôle, des éléments de ventilation. Ce sont des autodiagnostics qu'on vous demande de réaliser, mais en même temps aussi, vous allez avoir un monitoring du contrôle et l'enregistrement de l'information, c'est-à-dire le niveau de CO2, qui est un indicateur de ventilation, un indicateur théorique de qualité d'air. Et ça, aujourd'hui, c'est dès le 1er janvier dans tout ce qui est domaine scolaire et à partir de 2023 dans les établissements médico-sociaux. Donc, on a aujourd'hui un élément de plus en plus contraignant, mais en même temps qui met en lumière ce que la crise Covid a démontré, c'est que l'importance de l'air joue sur la santé. Comme vous voyez, les éléments économiques et les sommes importantes qui sont en jeu pour les entreprises et pour la société, forcément, traiter l'air va avoir un impact positif. Petit aparté, sachez que le gouvernement belge est en train de légiférer, c'est le premier en Europe, parce que la première législation existait à Singapour, mais la Belgique a déjà réglementé sur les purificateurs d'air et la qualité d'air dans un certain nombre d'établissements. Une deuxième loi est en préparation. Je participe en tant qu'expert sur la création de cette nouvelle loi au niveau d'un certain nombre de secteurs d'activité qui vont devoir s'équiper avec ce genre de système. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. La Belgique est souvent un précurseur d'ailleurs au niveau européen. On a fait un focus pièce aveugle parce que Marc en a parlé et c'est peut-être ce que vous pouvez vivre. Sachez qu'une pièce aveugle, donc c'est une pièce qui n'a pas de système de ventilation, n'a pas d'ouvrant ou en tout cas positionné à plus de 6 mètres. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui dans ces espaces-là. Malheureusement, il est de la responsabilité de l'employeur, que vous soyez propriétaire ou locataire du local, du site, vous devez apporter, et de votre responsabilité d'apporter un air sain, en tout cas un air neuf et un air sain à vos salariés. Et donc, le Haut Conseil de la santé publique ainsi que l'INRS insiste aujourd'hui sur ces espaces qui doivent être mis en conformité avec un apport de ventilation. Encore une fois, c'est obligatoire, mais avant de pouvoir le faire, ou si vous ne pouvez pas le faire, parce qu'il y a également parfois des contraintes plus complexes, il est de votre responsabilité et conseillé d'utiliser des systèmes de retraitement d'air à base de filtration normée, donc de niveau H13, donc là, on va vous expliquer un peu pourquoi, et d'avoir des taux de renouvellement suffisants pour mettre en protection. On n'apporte pas d'air neuf, mais on nettoie l'air qui se trouve à l'intérieur, ce qui va éviter aux personnes qui vont passer du temps à l'intérieur de cet espace d'être exposées à des risques.
Sachez d'ailleurs que cette disposition est importante puisqu'un employé ou même un ex-employé aujourd'hui est en mesure de venir voir l'entreprise et démontrer qu'ayant travaillé dans ces conditions, elle a été mise en danger, voire même développer des pathologies. Et donc, encore une fois, l'utilisation de ce genre de système peut vous permettre d'éviter un certain nombre de problématiques par rapport à ça. Les solutions, la ventilation, on en a parlé. C'est quoi un système de ventilation? Très concrètement, on apporte de l'air à l'intérieur du bâtiment. Cet air va recirculer de personne à personne. Or, comme vous pouvez le constater, forcément, la problématique, on l'a montré avec la Covid, la circulation d'air n'évite pas ce que les personnes peuvent apporter avec eux. Alors, on parle de virus, ça peut être la gastro, c'est la grippe, hein, je ne parle pas que de la Covid, c'est des épisodes qu'on connaît assez souvent. On sort d'un épisode de pollen qui a été très contraignant aujourd'hui. Eh bien, on le sait, la ventilation, qu'elle soit ventilation mécanique, simple flux ou même jusqu'au double flux, qui est effectivement le plus efficace qu'on peut trouver dans la ventilation, consommant en énergie, consommant également en termes d'investissement, mais néanmoins c'est le plus impactant qu'on peut avoir. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que aujourd'hui les tailles de particules que vous avez pu voir, malheureusement, et c'est un peu la slide que vous allez voir aujourd'hui sur la nomenclature des filtres aujourd'hui, ce que je vous ai montré, ça, c'est la classification des filtres au niveau européen. Donc, les entreprises de CVC, quand ils équipent les bâtiments, ils respectent des normes. Et ça, c'est la norme de la majorité. C'est ce qu'on appelle une ventilation avec un type G4. Donc, on part d'un taux de particules de 100 000. Eh bien, sur une taille qu'on a connue, les plus fines, les particules fines, eh bien, un départ à 100 000 vous amène à une élimination très faible. Au bout d'une heure, on va se retrouver avec 90 000 particules. Donc, grosso modo, l'exposition, elle a été quasiment la même. Si je suis sur une double flux qui est le plus optimum, on part à 100 000 avec les filtres qui est en entrée et on atteint 73 000. Donc ça, c'est le filtre de recirculation. Et le filtre d'entrée dans le bâtiment, c'est du F7. Donc, on part à 100 000, on atterrit à 10 000. Mais la problématique, elle se situe plus au niveau du filtre de recirculation, c'est-à-dire que Marc est dans une pièce et l'aspiration se fait et va recracher dans le bureau voisin. Dans le bureau voisin, le filtre F7, ce n'est pas celui-là qui va rentrer en ligne de compte, c'est le M5. Donc, comme vous voyez, si Marc tousse atteint d'une petite grippette, il y a à peu près presque 73% de chances d'exposition de son collègue à côté. Alors évidemment, quand on utilise de la filtration EPA H13 et au-dessus, avec les purificateurs d'air, là, on part à taux à 100 000 et vous voyez qu'au bout d'une heure, on n'a pratiquement plus rien. C'est la raison pour laquelle ce type de filtration est utilisé en complément de la ventilation. C'est la raison pour laquelle on préconise en double nage. C'est encore évidemment des options aujourd'hui, rien d'obligatoire. Aucun purificateur n'est obligatoire, encore une fois, c'est important de le souligner. Néanmoins, ce genre de système vous permet de vous mettre en protection maximale, en particulier dans des espaces cités, c'est-à-dire les pièces aveugles. Donc, capteur de CO2, purificateur d'air, vous avez aussi l'option de prendre des capteurs qui vous permettent d'évaluer, faire un diagnostic ou en tout cas simplement faire du pilotage. Sachez qu'encore une fois, et la démonstration a été faite par une étude faite de quand même 300 établissements scolaires entre 2013 et 2017, que dans 59% des cas, le taux de CO2 était normal, c'est-à-dire pas de dépassement des seuils, et néanmoins des 100% des classes avec des contaminations, que ce soit à des produits chimiques ou bien à des particules fines. Alors, on a du plomb aussi, on a malheureusement des éléments de ce goût-là. Et petit aparté supplémentaire, seulement 4% des établissements scolaires avaient des dépassements de 1500 ppm sur le CO2. Donc, autant dire que la très vaste majorité des éléments, malheureusement, on ne va pas véritablement avoir d'indicateurs probants pour avoir une problématique de santé de la qualité d'air, alors que pour autant, nous sommes exposés à des éléments. Je passerai très très vite, on en a discuté. Par contre, les raisons aujourd'hui de choisir des systèmes pour l'INRS et le Conseil de la santé publique qui sont en filtration EPA H13, la raison est simple, elle a été reconfirmée par une étude publiée dans le numéro de décembre de l'INRS Santé au Travail, c'est que les technologies annexes que sont l'UV, le plasma, la photocatalyse, qui sont dites des filtrations, des éléments sans filtre, sans consommables, on va dire quelque part, malheureusement n'ont pas démontré d'efficacité parfois,
quand elles l'ont montré, elles ont un effet secondaire. Il y a un effet collatéral qui, parfois d'ailleurs, et ça a été démontré dans l'étude dont je parlais, a apporté potentiellement même une dégradation sur les molécules chimiques. Et donc, du coup, en termes de tant qu'il n'y aura pas de normes établies sur ce genre de système, il recommande d'utiliser les systèmes en filtration EPA et charbon actif, ce qu'on appelle le piégeage, afin d'éviter toute exposition à des effets collatéraux. L'efficacité des purificateurs, je ne vais vraiment pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais sachez qu'il existe enfin des études qui ont été faites en situation réelle. La fédération aujourd'hui à laquelle j'appartiens est en expérimentation. D'ailleurs, on est en deuxième phase d'expérimentation depuis 3 semaines sur un même site qui démontre l'efficacité des purificateurs, c'est-à-dire porte ouverte, des gens qui rentrent, qui sortent. Donc, vraiment vous dire aujourd'hui des purificateurs, pareil, l'étude faite sur Atmos Sud a démontré que des purificateurs d'air de qualité professionnelle, donc on n'est pas malheureusement sur des appareils du tout venant, j'ai rien contre eux, mais vraiment calibrés pour vos espaces, ont démontré effectivement que vous avez une performance optimum, puisque dans la vraie vie, on est à plus de 66% pour une étude, 70% pour l'autre, et même sur l'hôpital à plus de 80% d'élimination des éléments polluants dans la vraie vie. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans le gadget. On n'est vraiment pas dans le gadget. Par contre, encore une fois, il s'agit de conditions, et c'est ça qui est important. On est dans des conditions de taux de renouvellement que se sont donnés par le Haut Conseil de la santé publique et par l'INRS, et avec un type de filtration qui est recommandé. Et bien, à partir de là, même avec une présence de ventilation, même dans la vraie vie, même porte ouverte, même fenêtre ouverte, l'efficacité, elle est là, puisqu'on est entre 2/3 et 70% de protection, donc on évite les contaminations. Quels sont les secteurs concernés? Tout le monde l'est quelque part. Et là, vous voyez des exemples divers et variés, donc des crèches, des écoles, des industries, des commerces. Évidemment, ce que j'appelle le médico-social ou le médical en général, les bureaux, parce que là, les bureaux, ça peut être tout et n'importe quoi, le CHR, donc café, hôtel, restaurant. Voilà. En fait, tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas un domaine qui, entre guillemets, va échapper. La deuxième problématique, c'est forcément où est-ce que je dois installer. Et là, on est, en termes de prévention, souvent, si on n'est pas dans le curatif, parce que forcément, dans le curatif, là, on sait très, très bien identifier l'espace. Là, on va être dans les espaces collectifs. C'est là où les lieux de proximité, j'allais dire de promiscuité, peut-être pas, mais en tout cas de rapprochement est le plus fort. C'est là où on va parler plus fort. Donc, on va expectorer plus, on va augmenter les risques. On est dans les espaces d'échange, espaces de réunion, qui peut être parfois un peu animé, mais également confiné. Souvent, on est obligé d'ouvrir la fenêtre entre les séances de pause ou carrément lors du déjeuner parce que voilà, on émet beaucoup de particules et d'odeurs. Donc, à un moment donné, c'est une gêne. Les espaces de travail, je pense que là-dessus, les zones d'accueil, bien évidemment, des sanitaires qui sont, encore une fois, aujourd'hui plutôt équipés d'éléments chimiques. On masque avec du chimique des problématiques d'hygiène et des problématiques d'odeur, alors qu'il vaudrait mieux les retirer. Sachez que si vous tirez la chasse d'eau sans avoir abattu la cuvette, c'est malheureusement une vaporisation des éléments plus que malheureusement un traitement. Donc voilà, ce sont des choses qu'on préconise aujourd'hui.